Le lendemain, la forteresse de Castillon se rendit. Ainsi, le roi se trouva encore maître de tout le royaume, hormis Calais, et cette fois les Anglais furent chassés pour ne plus revenir. Il y avait 40 ans ou environ qu'ils s'étaient établis en France, et leur domination n'y laissait, disait-on, d'autres traces que les bois qui maintenant couvraient des guérets laissés si longtemps sans culture. Malgré cette glorieuse délivrance, le roi avait plus que jamais à s'occuper du bien public de son royaume. Cette guerre avait épuisé ses finances. Il voyait par ce qui s'était passé comment, tant que la paix ne serait pas faite avec l'Angleterre, de nouvelles entreprises pouvaient tout à coup renouveler ses périls et ses embarras. La discorde qui régnait entre le dauphin et lui devenait chaque jour plus grave. C'était assez de motifs pour ne pas entrer soudainement dans les entreprises du duc Philippe, quelque pieuses qu'elles fussent. Lorsque Simon de Lalaing eut exposé au roi le sujet de son ambassade, il lui fut répondu que le roi était très content de connaître le bon vouloir de l'empereur et des rois, ducs, comtes, marquis, seigneurs de l'Empire et surtout de Monsieur de Bourgogne pour le bien de la chrétienté et pour la défense de la foi catholique. Leur projet non seulement de résister à la damnable entreprise du Turc, mais de lui reprendre ce qu'il avait usurpé, était digne d'éloge. La conclusion prise par les princes de l'Empire de fournir chacun un certain nombre d'hommes réglés selon l'étendue de leur seigneurie semblait aussi fort louable au roi. Monsieur de Bourgogne faisait très bien d'avoir libéralement accepté la portion de 4000 combattants à pied et 2000 à cheval qui lui avaient été assignés pour les terres qu'il tenait de l'Empire et qui étaient belles, notables et de grands revenus. Le roi était très joyeux encore d'apprendre l'intention de Monsieur de Bourgogne d'entreprendre lui-même ce voyage et d'y aller en personne. Cette entreprise et cette volonté étaient très honorables. L'honneur en reviendrait même à la maison de France dont il était issu. Cependant, la grande importance de sa personne, sa parenté si prochaine avec le roi, sa qualité de prince du royaume qui pourrait être si utile à la défense de la chose publique, devait peut-être, malgré la grandeur de l'affaire et le mérite de cette œuvre, la plus pieuse qui se pût entreprendre, faire trouver quelques difficultés à son absence et à un si grand éloignement. Le roi désirait donc qu'on remontrât au duc de Bourgogne que son voyage produirait un grand affaiblissement de la noblesse du royaume et une diminution de sa prospérité, ce qui devait grandement toucher le roi souverain et père de la chose publique. Après avoir connu les intentions du roi et passé quelques mois en Bourgogne, le duc revint à Lille au mois de février 1455. Son retour y était fort souhaité et il tardait au peuple de Flandre de voir finir le gouvernement de Monsieur de Charolais. Il leur semblait à la vérité que ce jeune prince avait, ainsi que le disaient ses serviteurs, bon désir que justice fût faite, et même la voulait prompte et sans résistance. Mais il la rendait à sa volonté, sans grande délibération, sans s'informer suffisamment et sans écouter les deux parties, de sorte que les gens sages prévoyaient avec crainte le moment où il succéderait à son père. Ce n'est pas que le bon duc Philippe connût beaucoup d'autres lois que son vouloir. Toutefois, il était plus tranquille, plus doux que son fils, et consultait mieux la raison. Du reste, jamais son pouvoir et sa renommée n'avaient été dans un si haut point. Jamais ses voisins et ses ennemis ne l'avaient ménagé plus. Jamais ses sujets ne l'avaient craint et aimé autant. Les États de Bourgogne lui avaient accordé des subsides considérables. Il vint à Arras, où il fut reçu avec un empressement tel qu'on eût dit que c'était Dieu qui descendait du ciel, et assembla aussi les 3 États du pays. Il leur demanda une aide de 150 000 livres pour son entreprise contre les Turcs. Les États demeurèrent fort surpris d'une si forte demande. Le domaine du comté d'Artois ne rapportait en effet que 14 000 livres. Enfin, on consentit fort à regret une aide de 56 000 livres, à la condition qu'il ne la lèverait point avant de partir avec son armée pour son voyage. Il assura que telle était son intention et s'y engagea. De là, il alla dans le comté de Flandre, le Hainaut et ses autres pays. On lui accorda fort à regret de lourds subsides. Une autre nouvelle plus importante encore appela bientôt après le duc de Bourgogne. Il apprit que le dauphin de France allait arriver pour lui demander un asile contre la colère du roi. Il y avait déjà 10 années que le dauphin vivait éloigné de son père, sans quitter son apanage du Dauphiné, ni jamais venir à la cour. Depuis la praguerie, ils avaient vécu en méfiance réciproque. Le dauphin s'était toujours montré l'ennemi des conseillers qui avaient toute la faveur du roi. On disait aussi que, courroucé de l'abandon où vivait la reine, il portait une violente haine à Agnès Sorel, et l'on répétait dans le vulgaire qu'un jour il s'était emporté au point de lui donner un soufflet. Le mécontentement du dauphin devint plus marqué.
Comme personne n'était à la fois plus imprudent dans ses discours et plus caché dans sa conduite, il donnait sans cesse de l'inquiétude aux conseillers du roi, par conséquent au roi lui-même. On voyait qu'il tâchait à se former un parti. L'année d'après, le dauphin aggrava encore ses divisions avec le roi en se rendant indépendant de lui dans une circonstance plus importante. Il traita de son mariage avec Charlotte de Savoie, et la chose étant à peu près conclue, il écrivit à son père pour lui demander son consentement. Le roi avait d'autres projets. Il pensait que le mariage de son fils avec une princesse d'Angleterre pourrait entrer dans des conditions de paix. D'ailleurs, Charlotte de Savoie n'avait que 12 ans, et s'était retardé longtemps l'espérance d'avoir des enfants. Le roi répondit au duc de Savoie en donnant ce dernier motif. Bientôt après, il sut que le dauphin se proposait de passer outre, nonobstant le refus de son consentement. Le roi fut fort offensé d'une telle conduite. Malgré ses désordres, le roi était partout obéi et aimé. Il avait chassé les Anglais du royaume, il y avait établi une police qu'on n'avait jamais connue auparavant. Les hommes d'armes de ses compagnies placés en garnison dans toutes les villes, les francs archers qui retournaient chez eux quand la guerre était finie, maintenaient un grand ordre. Grâce à eux, la justice se faisait mieux que jamais. On avait vu s'accroître les aides sur le vin vendu en détail et la gabelle du sel. Néanmoins, tout se rétablissait et prospérait dans le royaume. Chacun était satisfait en comparant le repos du temps présent aux horribles calamités du temps passé. Le laboureur était assuré qu'on ne lui prendrait pas sa récolte. Le commerce était en grand honneur et il s'y faisait de merveilleux profits. On pouvait voyager partout, aller d'une ville à l'autre, courir les campagnes sans le moindre risque. On eût traversé le royaume avec la main pleine d'or sans être inquiété. Les larrons et les brigands n'osaient plus se montrer. Les pays du duc de Bourgogne, qui autrefois étaient en meilleur ordre que les provinces du roi, maintenant regardaient d'un œil d'envie le bon gouvernement du royaume et surtout les belles ordonnances sur les gendarmes qui avaient mis le pauvre peuple à l'abri de tant de maux. Chez les Bourguignons, on ne trouvait pas si bonne justice. Les petits n'y étaient pas si bien protégés contre les grands. Sans cesse on y voyait des violences et des voies de fait, surtout dans l'Artois et la Picardie, car dans la Flandre, les bonnes villes et les communes savaient mieux maintenir la paix publique. Rien de pareil ne se passait en France. Chacun y vivait en repos sous la protection du roi et de sa justice, et le peuple s'inquiétait peu des changements qui se passaient à la cour. Le roi donnait à ses sujets plus que d'autres ne leur pouvaient promettre. C'est ce que le dauphin éprouvait dans son apanage. Comme on avait diminué ses revenus, retranché ses pensions, pris ses domaines, comme son esprit méfiant le portait à tenir des gens en armes et à munir ses forteresses, il se voyait contraint à augmenter les taxes dans le Dauphiné, et chacun, loin de favoriser ses projets de désobéissance, avait recours à la puissance du roi pour être soulagé de son joug. Enfin, le roi résolut d'user de toute sa puissance envers son fils. Partant de la Touraine, où il faisait son séjour ordinaire, il s'avança jusqu'en Bourbonnais. Le dauphin, informé des desseins de son père, lui envoya aussitôt son fauconnier, avec une lettre de créance par laquelle il priait humblement le roi d'entendre les propositions que l'ambassadeur était chargé de faire et qui étaient jointes à la lettre. En même temps, le dauphin envoyait aux princes et grands seigneurs du royaume des lettres où il se plaignait du mauvais et étrange accueil qu'avaient reçu ses soumissions respectueuses, taisant ce qu'il y avait de blâmable dans ses demandes et ce qu'il y avait de bienveillant dans les réponses du roi. Toutes les paroles du roi furent vaines. Rien ne pouvait guérir la méfiance du dauphin. Il croyait que si le roi était une fois maître de lui, sa vie ne serait pas en sûreté. C'était aussi l'opinion de beaucoup de gens du vulgaire. Il disait que le roi soupçonnait son fils d'avoir fait empoisonner la belle Agnès et voulait en tirer vengeance. D'ailleurs, les assassinats du duc d'Orléans et du duc de Bourgogne étaient demeurés si fameux qu'ils revenaient souvent à la pensée des princes et surtout du dauphin. Le dauphin était donc résolu à tout plutôt qu'à se remettre aux mains de son père. Sentant le péril de sa situation, il cherchait toute espèce de moyen d'en sortir. Outre les préparatifs qu'il faisait pour se défendre, il implorait instamment les secours du ciel. Le prince vit qu'il n'avait pas espérance de résister et ne songea qu'à ne pas être pris. Il feignit une partie de chasse, trompant ses serviteurs dont il se méfiait avec raison, car presque tous étaient effrayés ou gagnés. Il se hâta de sortir du Dauphiné et de France. Suivi d'un très petit nombre de gens, il parvint dans la comté de Bourgogne. De là, il écrivit au roi. « Mon très redouté seigneur, je me recommande à votre bonne grâce aussi humblement que je puis. Qu'il vous plaise savoir que, comme mon oncle de Bourgogne a intention d'aller bientôt sur le Turc pour la défense de la foi catholique, et que ma volonté serait d'y aller,
Il écrivit en même temps à tous les évêques de France pour leur faire part de son dessein en les priant de faire pour lui des prières dans leurs églises. Puis il envoya chercher le maréchal de Bourgogne, lui demanda de le conduire en Flandre et se mit en route avec lui. Évitant avec soin les pays de France et traversant la Lorraine et le Luxembourg, il arriva à Bruxelles. Le duc et son fils étaient en Hollande. La duchesse et madame de Charolais étaient seules pour le recevoir. Dès que la duchesse sut à 8h du soir que le dauphin entrait dans la ville, elle descendit avec sa belle-fille et toutes ses dames jusqu'à la porte de la cour pour l'attendre. Il descendit de cheval, la duchesse et madame de Charolais s'agenouillèrent. Il se hâta de les relever et les embrassa, puis il embrassa aussi toutes les dames et offrit le bras à madame de Bourgogne. Le duc avait en effet pris soin d'ordonner que le fils du roi fût ainsi reçu. Ce fut surtout dans cette circonstance qu'il montra bien sa sagesse et son habileté à faire ce qui convenait envers toute personne, en toutes circonstances. Le roi l'avait, ainsi que les autres princes, instruit du point où en étaient les négociations avec le dauphin, car il n'avait pas voulu laisser s'établir dans les esprits les fausses informations que son fils s'efforçait de répandre. Le duc l'avait remercié respectueusement de sa confiance, lui avait témoigné tout le désir qu'il avait de voir cette affaire s'apaiser et rendu compte d'un message qu'il avait reçu du dauphin. Dès que le duc eut appris l'arrivée du dauphin en Bourgogne, il se hâta d'en écrire au roi. Le duc ne se rendit à Bruxelles que le 15 octobre. Madame de Bourgogne et madame de Charolais à son arrivée descendirent, selon l'usage, jusque dans la cour pour l'attendre et le recevoir. Et le dauphin, quoi qu'on pût lui dire, y voulut être aussi. Le duc, informé de cette courtoisie du prince, ne voulut pas entrer à cheval dans la cour. Il descendit à la porte, et dès qu'il aperçut monsieur le dauphin, mit un genou en terre. Il lui en fit aussi un très profond, le prit sous le bras, et ils entrèrent ainsi dans le palais. Le lendemain, le dauphin fit longuement au duc toutes ses plaintes sur la conduite qu'on avait tenue envers lui, sur les conseillers du roi, sur ce qu'on le laissait sans finances et sans ressources. « Monseigneur, lui dit le duc après l'avoir bien écouté, soyez le très bienvenu dans mes pays. Je suis joyeux de vous y voir. En tant qu'il s'agirait de vous procurer gens et finances, sachez que je vous servirai de corps et de biens contre tous les princes de la terre, sauf contre monseigneur le roi votre père, contre lequel je ne voudrais pour rien entreprendre une chose qui fût à son déplaisir. Du reste, il lui offrit son corps, ses biens, ses états, promit de lui fournir des revenus et de pourvoir sa maison de façon à ce qu'il en fût content. Il parvint ainsi à adoucir quelque peu le dauphin et à obtenir qu'il donnât une marque de soumission au roi, s'offrant à être médiateur. En effet, il fit partir bientôt après une solennelle ambassade, composée de Jean de Croÿ, Simon de Lalaing et Toison d'Or. Il portait une lettre du dauphin. Elle témoignait encore tout son courroux et son obstination. Il se louait du bon accueil que lui avait fait et lui faisait chaque jour son oncle de Bourgogne. Pour le duc de Bourgogne, il avait chargé ses ambassadeurs de l'excuser auprès du roi, en telle sorte qu'aucun reproche ne put lui être fait pour sa conduite dans cette affaire. Il devait dire d'abord que le maréchal de Bourgogne n'avait pu se dispenser de céder aux instances du dauphin, le voyant dans une situation si pitoyable. Que le roi avait été soigneusement informé de tout et que le duc n'avait voulu rien faire à son insu, que si le dauphin avait reçu un accueil honorable et respectueux, certes le roi ne devait pas en être mécontent, car le prince était fils aîné de France. Ainsi le duc, tant par amour du roi que par respect pour la noble maison de France dont il était lui-même issu et à laquelle il était redevable de tous ses biens, lui devait honneur et révérence. D'ailleurs le dauphin arrivait de lointains pays, petitement accompagné, désolé et plein de frayeur. Il venait de traverser à grande journée des contrées difficiles et dangereuses. Il semblait tout ébahi de sa triste position, livré au regret et à la douleur, dénué de tout et comme perdu. Si dans un tel état et une telle disposition, tandis qu'il faisait de si grandes lamentations, le duc ne l'eût pas bien reçu, c'est alors que le roi aurait eu sujet d'être mécontent. Puis le duc parlait de son saint voyage en Turquie, se montrait encore disposé à le faire si c'était le plaisir du roi, et à se mettre sous le commandement du dauphin. Le dauphin, qui pensait bien que son absence serait longue, avait accepté les offres du duc. Il s'était établi au château de Genappe, à 4 lieues de Bruxelles. On lui avait monté une maison conforme à son rang, et il recevait une pension de 2500 livres par mois. Là, il passait son temps soit à chasser, soit à lire, sans montrer aucune volonté de céder. Le courroux du roi de France ne changea rien à la conduite du duc envers le dauphin. Il continua à lui montrer les mêmes égards. Lorsqu'au mois de février 1457, la comtesse de Charolais accoucha de son premier enfant, le comte s'en alla respectueusement à Genappe supplier le dauphin d'être son compère et le parrain de sa fille. Le baptême se célébra avec pompe. Les marraines furent la duchesse Isabelle et madame de Ravenstein, femme d'Adolphe de Clèves. L'enfant fut nommé Marie par le dauphin, en souvenir de la reine sa mère.
Cependant, ce prince vivait à Genappe tranquillement et suivait les conseils du duc Philippe, sinon pour se réconcilier avec son père, du moins pour ne lui point faire de nouvelles offenses. Parmi les serviteurs du duc, il cherchait surtout à s'attacher les seigneurs de Croÿ. Ils avaient depuis longtemps le plus grand pouvoir dans cette cour et avaient excité l'envie de presque toute la noblesse, aussi bien que la haine du peuple. Et leur discorde, disait-on, avait contribué à semer la méfiance et presque à exciter la guerre entre la Bourgogne et la France. Mais les seigneurs de Croÿ se faisaient un adversaire plus redoutable encore. Depuis longtemps, leur influence sur le duc déplaisait au comte de Charolais. Pour achever d'allumer la haine du comte de Charolais, les sires de Croÿ se montrèrent sensibles aux amitiés du dauphin et lui semblaient dévoués, favorables en toutes choses, beaucoup plus qu'au fils de leur seigneur. La cour de Bourgogne se divisait ainsi en deux parties. La famille de Croÿ était forte de la faveur du duc. Elle était alliée avec les de Lalaing, avec les Lannoy. Presque tous les grands seigneurs partageaient au contraire l'inimitié du comte de Charolais. Il avait aussi pour lui le vieux chancelier Nicolas Rolin, en qui le duc avait eu si longtemps une grande confiance. Enfin, la discorde éclata. Le comte de Charolais avait pour chambellan Antoine Rolin, fils du chancelier, et Philippe de Croÿ, sire de Saint-Pie. Il advint que son premier et second chambellan ne purent faire leur service auprès de lui. Il nomma pour les remplacer le sire d'Emery. Le duc voulut que le rang de troisième chambellan fût donné au sire de Saint-Pie. Le comte de Charolais s'obstina à ne point changer l'ordonnance qu'il avait rendue. Le duc le fit venir et lui ordonna d'apporter son ordonnance. Le comte de Charolais trouva son père en son oratoire. Madame de Bourgogne était présente. « Donnez-moi votre ordonnance, dit-il, et, la prenant de sa main, il la jeta au feu. Maintenant, allez en faire une nouvelle. » Le comte s'emporta et jura qu'il n'en ferait rien. « Je ne me laisserai pas gouverner par les Croÿ comme vous. Il n'y a que trop longtemps qu'ils font de vous à leur volonté. » Pour lors, le duc entra dans une telle colère qu'il chassa son fils de son oratoire, lui ordonna de quitter ses états et lui poursuivit même, dit-on, l'épée à la main. La duchesse se montra mère. Elle arrêta son mari, elle prit la défense de son fils. Enfin, elle eut entre tous les trois de telles paroles, de telle violence que le vieux duc, tout égaré, ne sachant ce qu'il faisait, descendit, demanda un cheval et s'en alla tout seul, fuyant sa maison, chevauchant l'aventure dans la campagne. Le soir, comme on vit qu'il ne revenait pas, l'inquiétude s'empara de tout le monde. Ses serviteurs le cherchaient de tous côtés sans le trouver. La duchesse était au désespoir. Le dauphin, qui était resté pour les fêtes du baptême de mademoiselle de Bourgogne, était plus interdit et plus affligé que nul autre. Il courut toute la nuit les chemins de la forêt pour retrouver son oncle de Bourgogne. Enfin, on sut qu'à la nuit tombante, se voyant égaré dans cette forêt, le duc avait vu de loin le feu d'un pauvre charbonnier, lui avait donné quelques pièces d'or et que cet homme l'avait conduit à la petite maison d'un des gens de la vénerie. Ce fut là que le bon duc coucha, tant bien que mal, et qu'on le retrouva le lendemain. Les uns se félicitaient de le revoir après une si cruelle angoisse, d'autres lui faisaient des remontrances. Pour lui, il se plaignait surtout de la duchesse qui avait pris le parti de son fils et qui avait dit qu'elle le suivrait si on le chassait. Il revint à Bruxelles. Le comte de Charolais s'était en allé à Termonde. Quant à la duchesse, lorsque le maréchal de Bourgogne lui rapporta les reproches de son mari, elle se montra fort affligée. « Comment devais-je faire » disait-elle. « Je connaissais monsieur mon mari pour un bien violent chevalier. Je le voyais courir sur mon fils, je me suis hâté de le faire sortir. Il faut bien que monsieur me pardonne. Je suis une étrangère ici. Je n'ai que mon fils qui me console et me soutienne. » Comme elle ne put désarmer son courroux, elle tarda peu à fonder un couvent de sœurs grises de l'ordre de Saint-François dans la forêt de Nieppe, pour y aller vivre et y passer son temps dans la dévotion et les services de Dieu. Le dauphin s'employa avec zèle à réconcilier le père et le fils. Le roi était irrité. Il avait autour de lui des conseillers toujours contraires au duc de Bourgogne. On lui disait que c'était ce prince qui entretenait l'obstination de son fils. On lui persuadait qu'il importait à son honneur de le soumettre et de se saisir du dauphin quelque part qu'il fût. Des ordres furent donnés pour renforcer les garnisons de la frontière de Bourgogne et pour rassembler des gendarmes. Le duc fit aussi tous ses préparatifs et donna des mandements pour réunir son armée. Le dauphin, de son côté, disait que si l'on ne voulait point le laisser en Bourgogne, il traiterait avec les Anglais. On crut pendant près d'une année que la guerre allait commencer. Cependant, le roi revint peu à peu à de plus sages conseils. Il songea à la difficulté de l'entreprise et à tous les maux qui en pourraient advenir. Il se ressouvint de ce qu'avaient été les terribles discordes de la France et de la Bourgogne et prit pitié de son pauvre peuple qui se serait vu de nouveau ruiné et misérable. Sa colère finit par se calmer.
L'année 1457 s'écoula de la sorte avec une grande inimitié de part et d'autre. Le roi et le duc s'envoyaient mutuellement des ambassades pour traiter de leurs griefs, mais on ne songeait point sérieusement à la guerre, bien qu'on fît quelques préparatifs. Le dauphin fit venir de Savoie Charlotte, sa femme, qu'il avait épousée depuis 6 ans et qui, depuis ce temps-là, avait continué de demeurer chez son père. Elle avait maintenant 18 ans. Le duc témoigna le plus grand intérêt à leur réunion. Elle alla ensuite habiter Genappe avec son mari et le duc augmenta la pension qu'il lui donnait. Plusieurs de ses conseillers ne voyaient pas sans quelque inquiétude le séjour de ce prince dans les États de Bourgogne. On craignait toujours que, inquiet et dissimulé comme il semblait être, il ne tramât quelque chose contre le duc. Lui-même en jugeait à peu près de la même sorte, mais il savait n'en rien laisser paraître. C'étaient toujours les mêmes soins, les mêmes respects. Un jour, le dauphin et le comte de Charolais étaient allés ensemble à la chasse. Le dauphin s'égara dans la forêt. Lorsque le duc vit revenir M. de Charolais tout seul, il entra dans une grande colère et ordonna à son fils de ne pas reparaître devant lui sans avoir retrouvé M. le dauphin. Le comte retourna dans le bois et on passa une partie de la nuit à courir avec des flambeaux. Enfin, le dauphin revint, il était allé jusqu'à 8 lieues de Bruxelles et avait fini par demander à un pauvre homme de le remettre dans son chemin. Le duc donna une récompense magnifique à cet homme. C'était ainsi qu'en toute occasion il prouvait sa déférence pour le fils du roi. Le duc était à Bruges, où il avait mené le dauphin et la ville se signalait par les fêtes qu'elle leur donnait. Jamais le dauphin n'avait rien vu de si riche et de si peuplé que les bonnes villes de Flandre. Il courut alors un assez grand péril et pensa se noyer dans le canal de Bruges en naviguant avec quelques seigneurs dans une barque de pêcheurs. Il y eut à ce qu'on rapporte des gens bien avisés qui, portant déjà de lui un mauvais jugement, disaient tout bas que c'était bien dommage qu'on l'eût tiré de là. Sa conduite avec son père continuait à être singulière. On y voyait toujours le même mélange d'obstination et d'humilité. Le duc de Bourgogne, qui ne voulait point la guerre mais qui semblait ne la point craindre, n'ignorait rien de ce qu'on tramait en France contre lui, et remarquait bien que de jour en jour on lui montrait plus de mauvaise volonté. Il ne marquait aucune faiblesse, défendait son honneur et ses droits, prenait ses précautions et faisait avertir ses hommes d'armes, ses vassaux et tous les gens de guerre de ses états de se tenir prêts. Malgré sa promesse, il exigea les tailles consenties seulement pour le voyage contre les Turcs. Enfin, il n'omettait rien pour n'être pas pris au dépourvu, mais agissait prudemment et sans nulle précipitation. C'était sans doute la présence du dauphin qui lui valait surtout la haine du roi. Il le savait, comme c'eût été toutefois, en cas de guerre, un avantage pour lui d'avoir ce prince entre ses mains, et qu'il aurait eu par là un grand parti dans les seigneurs de France. Le duc ne songeait pas à lui retirer l'hospitalité. Par malheur, le duc tomba malade, et eut une assez forte fièvre. La duchesse quitta son couvent pour venir lui donner tous ses soins. Elle n'avait pas vu son mari depuis le jour où elle avait pris parti dans la querelle avec son fils. Cette marque de tendresse émut vivement le duc. Ils pleurèrent ensemble, et il rendit toute son amitié à sa femme. Elle la méritait bien. Non seulement elle avait toujours aimé uniquement le duc, et lui avait pardonné les torts qu'il avait sans cesse, mais elle avait été pour lui comme un sage conseiller, s'acquittant d'ambassades difficiles et terminant de grandes affaires. Le bruit commun était à ce moment que le roi, ou du moins ses conseillers, tendaient de plus en plus à la destruction du duc de Bourgogne. Il en recevait de secrets avis. Un jour, il trouva dans son hôtel des vers où les projets menaçants du roi étaient expressément indiqués. On y disait que la puissance de Bourgogne avait duré 100 ans, mais que tout pouvait se payer en 1 heure, que le roi ne craignait plus la force du duc Philippe, et que s'il plaisait à Dieu de seconder son travail, il serait enfin roi régnant et seul roi. En même temps, le duc voyait le roi ou s'allier successivement avec tous ses ennemis ou contracter amitié avec ses anciens alliés pour lui ôter leur appui. L'empereur, le duc de Saxe, les Liégeois, les gens de Berne, le duc de Savoie étaient maintenant liés par des traités au roi de France. Sans cesse, il y avait des négociations avec l'Angleterre. On ne pouvait à la vérité rien conclure de solide avec un royaume si fort troublé et divisé. Mais toute ambassade, tout pourparler semblait toujours cacher quelques projets ennemis de la France contre la Bourgogne, ou de la Bourgogne contre la France. Le séjour du dauphin en Flandre était un sujet de reproche toujours subsistant. Le roi attendait l'effet des exhortations que le duc avait tant promis de faire pour ramener le prince à son devoir, et il ne voyait pas, disait-il, qu'elle eussent encore profité en rien. Aux prières que le duc faisait au roi de le tenir en sa bonne grâce, il répondit qu'il serait bien joyeux que M. de Bourgogne se gouvernât toujours envers lui tellement qu'il eût sujet de continuer à le tenir dans sa bonne grâce. Le duc donna donc l'ordre à son chancelier de dresser en conséquence des instructions pour les ambassadeurs qu'il allait envoyer au concile de Mantoue, que le pape venait d'assembler. Le pape était né à Silvio Piccolomini.
qui avait été secrétaire du concile de Bâle, puis de l'empereur, et avec lequel le duc de Bourgogne avait traité pendant son voyage d'Allemagne. Il venait de succéder au pape Calixte III et avait pris le nom de Pie II. Son premier soin avait été d'écrire à tous les princes chrétiens et de leur demander qu'ils eussent à venir en personne, ou du moins envoyer des ambassadeurs pour aviser en commun aux moyens de défendre la chrétienté contre les Turcs qui faisaient toujours de nouveaux progrès et venaient encore de conquérir la Morée et la Caïe. Les Grecs avaient récemment envoyé une grande ambassade au duc de Bourgogne pour lui dire leur détresse et implorer son secours. Le nouveau pape avait une amitié particulière pour le duc Philippe, et ce prince, en lui confiant ses intérêts, ne les mettait point en mauvaise main. L'ambassade qu'il lui envoya se composait du sire Jean de Croÿ, de l'évêque d'Arras et de plusieurs autres seigneurs et conseillers, tant clercs que laïcs. La renommée du duc de Bourgogne dans la chrétienté était plus éclatante que celle d'aucun roi. Le pape Pie II lui écrivait à peu près vers le même temps. J'ai appris avec joie, par les lettres de l'empereur lui-même, qu'il est résolu et surtout à notre considération de vous donner l'investiture royale, et je me souviens d'avoir souvent écrit à son Altesse sur ce sujet en votre faveur. Non seulement il s'est déterminé à cela, mais il veut encore contracter alliance avec vous en mariant son fils à la fille de votre fils, et vous créer vicaire général de l'Empire dans les pays de la Gaule, par-delà le Rhin, ce qui certes nous est fort agréable. Lorsque l'évêque d'Arras à l'assemblée du concile eut excusé le duc de Bourgogne de n'être pas venu en personne, le pape répondit : « Quant à la non-venue de très noble, très puissant et mon très cher fils le duc de Bourgogne, je sais bien que ces excuses sont véritables et raisonnables. Plus à Dieu que chaque prince de la chrétienté fit, selon sa puissance, aussi bien son devoir que lui. » Puis il rappela que le duc était le principal auteur du pieux dessein d'aller combattre les Turcs, qu'il était venu en personne à Ratisbonne, qu'il avait déjà envoyé une ambassade à Francfort, et que nul ne semblait plus disposé et préparé à cette sainte entreprise. L'offre des ambassadeurs de Bourgogne répondit aux espérances du pape. Ils s'engagèrent à fournir 6000 combattants à la solde et à l'entretien de leur seigneur. Toutefois, ils dirent que l'entreprise ne pourrait se faire tant que la chrétienté serait en proie aux discordes et aux guerres. Les ambassadeurs de France ne devaient pas s'attendre à être accueillis de la même sorte par le pape. Ce n'est pas que la puissance du roi n'eût aussi un bien grand renom en Italie, mais le pape et le duc de Milan favorisaient les Aragonais, et là, comme en tout autre lieu et en toute autre affaire, le duc de Bourgogne tenait le parti opposé à la France. Ainsi, c'était lui qui était comblé de louanges et d'honneurs au concile de Mantoue. Au contraire, le roi avait pour partisans tous les ennemis du duc de Milan et de la maison d'Aragon, particulièrement les Vénitiens. Enfin, après 2 mois, arrivèrent les ambassadeurs de France. Les ambassadeurs, trouvant tant de mauvaise volonté de la part du pape dans les affaires qui leur importaient le plus, témoignèrent peu d'empressement pour l'entreprise qu'ils voulaient persuader à tous les princes de la chrétienté. Lorsque le pape sembla opposé à la négligence du roi pour les intérêts de la foi catholique, le zèle et les promesses du duc de Bourgogne, les ambassadeurs répondirent que le roi ne voulait rien promettre qu'avec la loyale intention de l'acquitter, et n'avait point coutume d'avancer des paroles incertaines. Que d'ailleurs la promesse du duc de Bourgogne était soumise à la volonté du roi, dont le consentement était nécessaire pour lever des hommes et de l'argent dans ses provinces. Du reste, le roi fit assurer le Saint-Père que lorsque son royaume n'aurait plus rien à craindre de ses ennemis, il s'emploierait de toute sa volonté et de ses moyens à chasser les Turcs. L'assemblée de Mantoue ne fut donc pas plus efficace que les journées de Ratisbonne et de Francfort. Beaucoup de princes y firent des promesses magnifiques. Le pape s'y montra fort éloquent à remontrer les dangers que courait la chrétienté, mais tout en demeura là. Le duc ne changeait rien non plus à sa façon de se conduire envers le dauphin. C'était toujours la même courtoisie, la même munificence. Le duc avait rassemblé récemment les états de son comté d'Artois et leur avait demandé une aide triple de l'aide ordinaire, en exposant pour principal motif les dépenses qu'il lui fallait pour faire entretenir la maison du dauphin. Les états lui accordèrent la moitié de sa demande. À peine venait-il d'achever le paiement des aides qu'on avait obtenues pour cette guerre contre les Turcs, dont on parlait toujours, sans s'occuper de la commencer. Cette année encore, le pape fit un dernier effort afin de réveiller le zèle des princes chrétiens pour la défense de la foi. Il avait envoyé frère Louis, cordelier de Bologne, parcourir toutes les contrées les plus lointaines de l'Asie et s'informer des ennemis qu'on y pourrait susciter contre les Turcs. Ce religieux passa 2 ans à faire ce périlleux voyage dans des pays inconnus aux chrétiens de l'Occident et ramena des ambassadeurs de toutes les nations de l'Orient. Ils offraient d'attaquer les Turcs en Asie en même temps que les princes d'Europe viendraient les assaillir dans la Grèce et vers Constantinople. Le pape leur fit grand accueil, nomma frère Louis patriarche d'Antioche et le chargea d'aller présenter ses ambassadeurs d'Asie au roi de France et au duc de Bourgogne.
Ce fut un spectacle curieux pour les deux cours que ces envoyés de régions étrangères si différents par les habillements et les coutumes de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'alors. Il y avait avec frère Louis des ambassadeurs de David Comnène, empereur de Trébizonde, du roi de Perse, du roi de Géorgie et d'Arménie, du prêtre Jean, seigneur de la Petite Arménie. Le Soudan de Mésopotamie, tout infidèle qu'il fût, avait aussi envoyé son ambassadeur, car il était pour leur ennemi des Turcs. Celui qu'on regardait le plus était l'ambassadeur de Géorgie. Il était fort gros. Sa chevelure était disposée en couronne par une double tonsure. Il portait des anneaux aux oreilles et avait la barbe rasée. Cependant, on le trouvait de douce apparence. On parlait aussi beaucoup de cet adorateur de Mahomet qui se mettait avec les chrétiens contre les Turcs, et l'on disait que c'était le petit Turc qui voulait faire la guerre aux grands Turcs. L'ambassadeur du prêtre Jean était, assurait-on, un bon astrologue. Frère Louis fit au nom de toute l'ambassade les plus pompeux discours. Il dit que le souvenir des grands faits d'armes des Français dans l'Orient était si grand encore que la bannière de France et un chef envoyé par le roi vaudraient mieux que 100 000 combattants. Le roi témoigna bienveillance à ces hommes des pays lointains. Ils furent fêtés par tous les seigneurs de la cour. Ils allèrent à Bruxelles et donnèrent aussi de grandes louanges au duc, lui parlant de la renommée qu'il avait dans les régions d'outre-mer. Le duc leur fit de riches présents, les assura de son désir de venger la foi chrétienne et leur dit que si le roi voulait l'assurer de maintenir ses États en paix, il ferait volontiers ce saint voyage. Les soins du roi pour la paix du royaume n'étaient pas moins sages et moins assidus. Tandis que la paix, la tranquillité, la justice étaient si bien entretenues dans le royaume par le sage gouvernement de ce prince, sa santé commença à décliner visiblement. Il lui survint un abcès dans la bouche qui le faisait cruellement souffrir. On lui arracha une dent, on ouvrit cet abcès sans le soulager beaucoup. Cependant, on avait encore quelque espérance de guérison, mais un de ses serviteurs les plus intimes lui parla alors du bruit qui s'était répandu en son hôtel qu'on cherchait à l'empoisonner. Le soupçon s'empara de l'esprit de ce malheureux roi et ne lui laissa plus un seul instant de contentement ni de repos. Il refusa même absolument de manger. La haine que son fils avait pour lui et leur longue querelle depuis 15 ans qu'ils ne s'étaient vus remplissaient son cœur d'une mortelle tristesse. Ses conseillers s'assemblèrent et envoyèrent un héros au dauphin pour lui annoncer en quel état se trouvait son père. L'état du roi empirait d'heure en heure. Ses médecins, jugeant que cette obstination à ne point manger allait le faire mourir, lui firent d'inutiles remontrances. Alors, de l'avis de ses principaux serviteurs, on se détermina à le contraindre et à lui introduire dans la bouche des aliments liquides. Il n'était plus temps. Son estomac affaibli, ses entrailles resserrées ne pouvaient plus supporter la nourriture. Il se confessa, reçut les sacrements et mourut avec courage et religion le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre, dans la 58e année de son âge. Jamais roi de France n'avait inspiré à ses peuples de tels regrets si bien mérités. Ce fut une lamentation universelle et chacun disait que c'était grande pitié et dommage. On repassait sur toutes les circonstances de son règne si long et si plein de choses diverses. Il avait trouvé la plus belle part du royaume et la bonne ville de Paris envahie par les Anglais, le roi se disant roi de France d'après la volonté de Charles VI, son propre père. Une guerre civile désolant cruellement le pays depuis beaucoup d'années et divisant la maison royale. Les peuples dans la dernière misère, plus de négoce, plus de labourage, nulle justice, les bois remplis de brigands qui ne respectaient ni le bien ni la vie des hommes. Les gens de guerre devenus pires que les brigands, la puissance du roi détruite et méprisée de tous les grands, même de ceux qui ne l'étaient pas. Il avait supporté avec patience et douceur cette mauvaise fortune, jamais n'avait perdu courage, s'étant fié à la bonté de Dieu et à la vaillance de ses sujets. La Providence l'avait en effet secouru. Son armée s'était tout d'un coup animée et, voyant dans l'arrivée de la pucelle une marque évidente de la protection divine, avait redoublé ses efforts. Les ennemis s'étaient troublés et effrayés. Le désordre et le mauvais gouvernement les avaient à leur tour privés de la sagesse dans les conseils et du bon ordre dans les entreprises. Puis le duc de Bourgogne s'était lassé de faire la guerre au chef de sa race et avait voulu donner enfin la paix à ses États si fort agrandis par son habileté et sa fortune. Le roi et ses conseillers, cédant à la nécessité des temps, avaient traité de façon à contenter l'ambition et la fierté de ce prince. Pour lors, la guerre contre les Anglais avait pu laisser quelque espoir de se terminer par une paix honorable. Leur orgueil, leur obstination, les querelles de leur prince avaient fait durer cette guerre pendant beaucoup d'années encore. Le royaume avait été reconquis, pied à pied. Si le roi n'avait pas lui-même conduit ses armées, du moins il s'était montré maintes fois vaillant et téméraire chevalier.
Il n'y avait donc qu'une voix dans tout le royaume pour raconter toutes ces louanges du roi qu'on venait de perdre et qu'on pleurait avec tant de regrets du passé et de crainte de l'avenir. Aussitôt après que le roi fut mort, le comte du Maine envoya des messagers au dauphin qui était toujours à Genappe. Le nouveau roi fit sur le champ signifier cette nouvelle au duc de Bourgogne, qui en avait été instruit de son côté. Il lui fit savoir qu'il commencerait par aller à Reims pour le sacre et l'engagea à l'y accompagner. Le roi Louis ne savait pas encore quel accueil il trouverait en France et s'il ne s'élèverait point quelque faction contre lui. Mais cette crainte ne dura guère. Le sacre fut célébré le 18 août. Le duc de Bourgogne y parut avec un grand éclat. Il était entouré de seigneurs riches et puissants. C'étaient eux qui faisaient pour ainsi dire toute la pompe de cette cérémonie, et il semblait que le roi fût encore à la cour de Bourgogne, tant il en était entouré. Le duc tenait son rang de premier père du royaume. Après le sacre, le duc fit son hommage au roi, car d'après le traité d'Arras, il était exempt de vassalité seulement envers la personne du feu roi Charles. Maintenant, il redevenait le féal et l'homme lige du roi de France. Au festin royal, le duc de Bourgogne tint son rang de premier père laïque après les évêques. Lorsque le dîner fut fini et qu'on eut emporté les tables, le duc demanda au roi de lui octroyer une demande. Et, mettant un genou en terre, il le pria en l'honneur de la passion et de la mort que notre Seigneur Jésus-Christ avait enduré pour tous les hommes, de vouloir pardonner à tous ceux qu'il soupçonnait d'avoir mis la discorde entre lui et le feu roi, et de laisser dans leur charge ceux qui avaient été officiers et gouverneurs chez son père. Parmi ces conseillers du roi Charles, il y en avait cependant plus d'un qui avait montré son mauvais vouloir contre le duc, et qui s'était mis en peine pour émouvoir la guerre contre lui. Mais avant toute chose, il voulait le repos et craignait que le nouveau roi ne mît le trouble dans le royaume. La colère du roi contre les conseillers de son père était en effet bien violente, et il ne la cachait guère. On savait depuis longtemps combien il les haïssait. Personne ne croyait qu'il leur pardonnât, et beaucoup de gens au contraire le poussaient à la vengeance. Aussi à peine le roi Charles VII fut-il mort, que ceux qui avaient en toute sa confiance dans les dernières années de son règne se regardèrent comme perdus. Après le sacre, le roi, le duc de Bourgogne et toute leur brillante suite se mirent en route pour Paris. Les funérailles du feu roi y avaient été solennisées le 6 août. Dans le trouble qu'avait causé cette mort, personne ne demeurant plus pour rien régler ni ordonner dans cette cour abandonnée, le sire Tanguy du Châtel, grand écuyer neveu de celui qui avait autrefois emporté de Paris le roi Charles, encore jeune dauphin, avait pris soin de toutes les cérémonies funèbres à Mehun-sur-Yèvre. Il avait même avancé de ses deniers la somme nécessaire pour que le corps fût transporté à Paris. Le corps fut déposé à Notre-Dame-des-Champs, porté ensuite à Notre-Dame de Paris, puis à Saint-Denis avec la pompe accoutumée et toutes les cérémonies qui se pratiquent aux obsèques des rois de France. Le peuple suivit ce convoi, montrant la plus grande affliction et regrettant hautement un si bon prince. Rien ne pouvait égaler la douleur de ses fidèles serviteurs. Ils faisaient pitié à voir. Ce n'était que larmes et sanglots. On montrait un des pages qui, de désespoir, avait voulu se laisser mourir de faim. Lorsque le héros eut crié « Dieu veuille avoir l'âme de Charles VII, roi très victorieux », l'église retentit de gémissements. Quand un autre héros reprit en disant « Vive le roi de France Louis XI », les pleurs ne cessèrent point, et chacun se retira la tristesse dans le cœur.